Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans De même. Objectivement, la meilleure émission du Cercle, avec aujourd'hui non pas le, mais les meilleurs présentateurs du Cercle. Aujourd'hui, effectivement, je suis en présence d'Alexis, pour qui c'est la deuxième émission, alors nous allons le présenter comme il se doit. Alexis, bonjour, comment ça va? Bonjour. Bah, ça va très bien et toi? Oh bah merci bien, tout va bien pour moi. Nous sommes aujourd'hui en présence de Jean-Michel Salmon, qui va justement, comme vous l'avez vu dans le titre, Bonjour. nous parler des Outre-mer. Jean-Michel, bonsoir, comment ça va également? Bonsoir, eh bien tout va bien. L'outre-mer est toujours aussi vivant, agité parfois aussi. Agité? C'est un signe de vie, de force vitale qui sont inégales d'un territoire à l'autre, on va voir, mais enfin tout va bien. Eh bien, oui, effectivement, et on va le voir aujourd'hui. Et pour cause, comme vous avez vu dans le titre, nous allons parler des Outre-mer. Ça va être dans le cadre d'une mini-série, comme nous faisons aussi avec Jonathan Lepéry aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du droit et de la politique au niveau des Outre-mer. Et Jean-Michel Salmon est bien placé pour en parler, puisque si vous ne le connaissez pas, ou pas encore, Jean-Michel est docteur en sciences économiques. Il est maître de conférences à l'université des Antilles, sur le campus de Martinique. Oui. Et il est consultant depuis plus de 25 ans, mine de rien, dans les politiques publiques, spécialisé dans les États insulaires. Et c'est pourquoi il est là aujourd'hui pour nous parler de ce sujet. Jean-Michel, question assez globale. Quels sont les différents statuts du droit français qui constituent, qui régissent les territoires d'outre-mer? Oui, merci pour cette première question. Je pense que c'est très bien qu'on commence par là aujourd'hui. Donc, cet premier épisode sur l'outre-mer, organisé et diffusé par le Cercle Aristote, va être consacré aux problématiques statutaires, hein, les différents statuts en droit interne, comme on dit dans le jargon international. Donc, en droit interne, c'est-à-dire du pays concerné. Donc, s'agissant de l'outre-mer français ici qui nous intéresse, même s'il y a d'autres outre-mer, on verra tout à l'heure, hein, les outre-mer néerlandais, il y avait les outre-mer, il y a toujours d'ailleurs les outre-mer britanniques, mais ils ne sont plus en relien direct évidemment avec l'Union européenne, etc. Donc, oui, les questions statutaires, évidemment, à travers les choix statutaires, il y a évidemment des questions éminemment politiques, soit en amont, soit en aval, on va voir d'ailleurs, de ces choix statutaires qui peuvent parfois être faire l'objet de la ont pu faire l'objet de la consultation des peuples donc concernés localement ou pas, comme on verra directement, même si les choses ont progressé sur ce plan-là. Et puis, on abordera aussi, toujours sur ces questions de statut, la question du statut en droit communautaire, c'est-à-dire en droit de l'Union européenne, parce qu'effectivement, ça implique énormément de choses du point de vue notamment des politiques publiques qui sont menées, des subventions agricoles, des subventions ou des investissements régionaux, etc. Voilà, donc même si on va se focaliser aujourd'hui sur les questions statutaires parce qu'elles sont un peu complexes, et il est bon de prendre son temps. Et puis pour les questions économiques et de politique publique, on les évoquera dans les épisodes suivants. Alors donc pour répondre à la question, commençons par dire que aussi bien du point de vue du droit français que du point de vue du droit communautaire, donc de l'Union européenne, il y a dans la famille outre-mer deux grandes catégories. Ou dans la catégorie d'outre-mer, il y a deux grandes familles. C'est comme vous voulez. Commençons par le droit français. Dans le droit français, il y a effectivement deux catégories qui sont assez bien connues du grand public, même si on tend à les débaptiser aujourd'hui comme elles étaient bien connues, c'est-à-dire on dit souvent les dom-tom avec un tiret. Effectivement, les DOM, départements d'outre-mer, et les TOM, territoire d'outre-mer. Alors, les gens connaissent cette expression. Moi-même, en classe de collège, en cinquième, je m'étais retrouvé à devoir faire un exposé dans ma petite classe de géographie sur le sujet. Donc c'est une vieille appellation qui tend à être, à tomber en désuétude. On va voir pourquoi. Et aujourd'hui, on a tendance à parler des collectivités outre-mer de manière générale, mais la différence originelle reste. Alors, quelle est-elle? Eh bien, en gros, pour prendre des mots qui ne sont pas trop savants ou pas trop juridiques, pour commencer, on va dire qu'il y a un régime juridique en droit français de l'assimilation,
et un autre de l'autonomie. C'est ça. Donc, ce qui correspond ou ce qui correspondait traditionnellement à la différence entre les DOM, départements d'outre-mer, et les territoires, TOM, territoires d'outre-mer. Alors, aujourd'hui, on va dire plutôt que les départements d'outre-mer sont les collectivités qui relèvent de l'article 73 de la Constitution française, alors que les territoires, ce qu'on appelait les territoires d'outre-mer, les collectivités, les autres relèvent de plutôt l'article 74 de cette Constitution française. Alors la différence, elle est claire. En fait, dans le premier régime, celui de l'assimilation, comme on peut l'appeler, on va parler également d'identité législative. Alors, rien à voir avec les problématiques d'identité en anthropologie, sociologie et tout ça, qui ont leur mérite, hein, on pourra les aborder aussi. Mais sur le plan juridique, identité législative, c'est en gros ce que ça traduit. La logique de l'article 73, c'est la suivante. Toute loi qui est votée au Parlement français, Assemblée nationale, Sénat, donc au Parlement français, toute loi française va être appliquée automatiquement dans les collectivités de l'article 73, celles qu'on appelait DOM. Donc elles vont être appliquées telles quelles, sans adaptation, sauf s'il y a une mention dans la loi en question, par exemple à travers quelques articles en fin de loi, qui vont préciser que cette loi dans les collectivités de l'article 73, donc ce qu'on appelle traditionnellement les DOM, pourrait s'appliquer de manière un peu adaptée. C'est une possibilité d'adaptation qui est reconnue constitutionnellement dans l'article 73. Évidemment, ce droit à adaptation doit être mesuré, proportionné, parce que en quelque sorte, la logique de l'article 73, c'est que l'adaptation ou la dérogation ou l'exception doit rester l'exception à la règle. La règle étant, disons, l'extension quasiment à l'identique, sauf quelques exceptions, donc de ce cadre juridique de l'Hexagone. Voilà. Donc, on a ce qu'on appelle l'identité législative. De l'autre côté, on pourra revenir sur la manière dont les dérogations en question peuvent se monter politiquement et juridiquement. C'est une question importante. De l'autre côté, on a donc les autres outre-mer qui sont les collectivités de l'autonomie juridique, article 74 de la Constitution. Et pour celle-là, c'est un petit peu l'inverse de l'identité législative, à savoir qu'une loi française votée au Parlement qui ne mentionnerait pas dans ces articles qui resteraient silencieuses, donc les collectivités de l'article 74, eh bien, cette loi ne s'y appliquera pas. Autrement dit, elle ne va s'y appliquer qu'avec mention expresse dans la loi. Donc, ce qui veut dire que pour la plupart des lois de ce type, les collectivités article 74 échappent en réalité aux lois françaises qui sont promulguées au départ pour l'Hexagone et donc par extension dans les collectivités article 73 ou les DOM, elles y échappent. Donc ça veut dire qu'il y a tout un pan de l'organisation du territoire qui est décidé localement par des lois locales. D'ailleurs, on a souvent sur place, comme en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie, on va illustrer un peu de quel territoire on parle, des gouvernements, hein, avec des lois du pays. Alors, voilà, c'est un peu ce qu'il faut bien comprendre dès le départ, même si on prend un peu de temps pour le dire et le répéter. Si on veut récapituler, on peut dire la chose suivante. Une loi qui est votée au Parlement français et qui ne mentionne pas du tout les Outre-mer, aucun d'entre eux, sera appliquée automatiquement à identité, à égalité dans les DOM, article 73 de la Constitution, et ne sera pas du tout appliquée dans les territoires, les collectivités, article 74. Voilà, je vais peut-être faire une première pause ici, éventuellement si j'ai été clair ou si vous avez déjà des premières questions par rapport à ça. Du coup, quels sont les territoires d'outre-mer qui sont DOM et quels sont ceux qui sont assimilés au TOM? Oui, alors c'est effectivement la question donc de nourrir les concepts de chair et d'os, hein, et de société et d'humanité. En réalité, le fameux terme de départementalisation qui fait tant couler d'encre à Mayotte
depuis un certain temps et encore récemment. C'est un terme qui vient d'une loi de 1946, donc déjà bien avant la Constitution de 58. Une loi de 1946 dit loi de départementalisation outre-mer, qui a été, disons, promulguée donc au Parlement français à l'initiative de représentants d'élus de quelques îles qui jusque-là étaient dans le système colonial en réalité, bien sûr, et notamment porté très largement pour ce qui est de la Martinique et des Antilles par Aimé Césaire, ce grand homme de la Martinique qui est comme un homme un peu sacré ici en Martinique, de son vivant et a fortiori aujourd'hui de manière posthume. Il s'agissait donc à l'époque effectivement de créer une catégorie pour ces îles qui allaient se retrouver dedans de départements d'outre-mer. Alors il s'agissait à l'époque donc de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de l'île de la Réunion. Voilà, stricto sensu. Tous les autres, du coup, devenant par défaut, on peut dire, territoire d'outre-mer qui allait être consacré dans l'article 74 à leur niveau dans la future constitution de 1958. Alors cette loi de départementalisation, c'est très intéressant, on en a fêté des anniversaires successifs de 50 ans, 70 ans, etc. Elle est évidemment, il faut la resituer historiquement, c'est intéressant, parce que, si vous voulez, dans les années 40, bon, évidemment, il y a le fait de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, mais il faut dire que ces territoires-là étaient dans une misère sociale assez approfondie, une pauvreté très, très forte et un sous-développement des infrastructures. Alors, de ce point de vue-là, c'est intéressant de comprendre qu'Aimé Césaire, dans sa logique, représentant donc du parti progressiste martiniquais traditionnellement situé à gauche sur l'échiquier, à un moment donné proche des socialistes de la période Mitterrand. Donc cette logique, c'était de faire en sorte que les lois sociales françaises viennent s'appliquer le plus identitairement possible à ces territoires qui faisaient le choix de devenir département d'outre-mer, afin de d'abord sortir le peuple de cette extrême misère qui était généralisée. Et de ce point de vue-là, effectivement, l'idée de devenir département, c'est qu'à partir du moment où toutes les lois françaises s'appliquent, comme on a dit tout à l'heure, eh bien, y compris les lois sociales, même s'il y a eu un processus d'adaptation à travers le temps, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça a été parachevé, pas totalement, mais dans une large mesure par Chirac, ce qu'on a appelé l'égalité sociale outre-mer au moment de ses mandatures, Jacques Chirac. Mais donc à l'époque, la stratégie, c'est vraiment effectivement de sortir d'un pays dont toutes les routes sont en terre battue, en quelque sorte, en gros, pour assurer un peu socialement le devenir de ses habitants. C'est mutatis mutandis, le même calcul qui a été fait à Mayotte, mais avec un décalage politique très important, puisque les Mahorais, depuis le début, avaient souhaité eux-mêmes, avaient fait ce même raisonnement. Donc, ça a été effectivement organisé comme ça. On verra les politiques publiques auxquelles ça a mené à l'origine et jusqu'à présent, d'ailleurs. Ça a permis, quand on a fait le bilan de 50 ans de départementalisation, donc en 1996, 1945, 46 plus 50, 96, et on a pu constater sur le plan économique, avec les données descriptives macroéconomiques, que, en gros, il y avait eu un rattrapage économique et social de l'ordre de 2/3 du niveau hexagonal, c'est-à-dire que, en gros, le revenu par habitant au moment des années 40, la départementalisation était peut-être de 20 à 30%, peut-être plutôt 20 de mémoire de tous les documents qui auraient pu être faits à cette époque-là et depuis, du niveau hexagonal. Et puis, au bout de 50 ans, on est arrivé à peu près à 2/3. C'est-à-dire 66%, entre 60 et 70%, avec des différences, on fera l'économie au prochain épisode, mais avec des différences quand même un peu entre les différents départements d'outre-mer. Donc on est passé de 20% à 66%, en gros en moyenne, un peu moins, ça dépend. Mais donc on a fait, disons, les 2/3 du rattrapage, mais depuis, ce dernier tiers est un petit peu s'échappe un peu aux politiques publiques, on a du mal à le combler. Donc il y a une sorte de stagnation de cet effet de rattrapage qui met en exergue les limites
économique de ce modèle de départementalisation, modèle au sens scientifique du terme. Donc voilà, donc on avait ces quatre qu'on a cités, hein, Guadeloupe, Martinique, Guyane française et île de la Réunion. Et puis il y a eu effectivement, est venu s'ajouter à cette liste effectivement le cas de Mayotte. Alors, le cas de Mayotte, dont on pourra reparler peut-être, mais qui est donc devenu département d'outre-mer à l'issue d'un long processus politique à partir de 2011. Et donc, on a aussi dans l'océan Indien maintenant l'île de la Réunion et Mayotte alors Mayotte justement suit ce même chemin de départementalisation initié en 1946 par les Antilles et l'île de la Réunion, mais à partir de 2011, ou peut-être même, on va dire, en gros de l'an 2000, puisque à partir de l'an 2000, suite au processus politique sur lequel on reviendra, si vous voulez, il y avait eu cette invention un peu intermédiaire à l'époque, donc de statut de collectivité départementale, avait-on dit à l'époque. On était encore bien dans l'opposition d'Om-Tom. Donc, on avait créé cette espèce de statut intermédiaire dans lesquels il était reconnu par la loi du 9 mai 2000 que Mayotte allait devenir un département à horizon 10 ans, mais que dans l'intervalle, il commençait à faire l'assimilation juridique, donc y compris sociale et autres, hein, les lois sociales, et commençait à faire le processus d'assimilation juridique en tant que futur département. Et même à l'heure d'aujourd'hui, c'est d'ailleurs un certain nombre de points sur lesquels les élus locaux revendiquent fortement, la façon dont la départementalisation est exercée à Mayotte n'est pas à l'identité totale, parce que ça créerait effectivement des difficultés organisationnelles et en termes de dynamique socio-économique assez aiguës, alors qu'elles le sont déjà suffisamment. Voilà ce qu'on peut dire, mais évidemment, en termes par exemple de salaire minimum, en termes de RSA, en termes de toutes ces politiques, disons, sociales, les revendications locales, c'est que l'égalité au sein de la République des départements soit le plus vite conclu, abouti, et on comprend bien pourquoi, mais encore une fois, Mayotte part d'un niveau de développement productif particulièrement bas. Et comme on l'a dit dans une autre émission, le plaquage des normes réglementaires françaises et sociales sur un tel territoire beaucoup d'économistes peuvent l'analyser comme moi, tuer un peu dans l'œuf le développement productif. Donc voilà pour la réponse à la question. D'accord. Du coup, si je résume, du côté des DOM, on a toute la Caraïbe avec la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, et on a toutes les îles du côté de l'océan Indien avec la Réunion et Mayotte, et tout le reste des îles, donc la Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, sont du côté des DOM, c'est ça? C'est bien ça? Alors, il y a une petite nuance à retrouver sur le continent américain au sens large du terme. Bon, il faut aussi parler de Saint-Pierre et Miquelon, ce petit territoire au large du Canada, enfin au large des côtes canadiennes, enfin pas si large que ça, à proximité des côtes canadiennes, donc qui est également lui aussi une collectivité article 74, donc traditionnellement un TOM. Mais même au sein de la Caraïbe, on a effectivement une nuance à apporter avec les cas particuliers, très particuliers. Dans le cas particulier, c'est les statuts de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. C'est une histoire très intéressante parce que jusqu'au début des années 2000 et 2007, jusqu'à 2007 avec le changement, il faut savoir que sur le plan institutionnel, même du droit administratif d'ailleurs, ces deux territoires micro-insulaires, là, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, étaient rattachés à la Guadeloupe. Rattaché, même plus précisément, en tant que commune. Donc Saint-Martin était une commune de la Guadeloupe sur le plan administratif, et Saint-Barthélemy aussi. Au moment où, au début des années 2000, il y a eu une sorte de brainstorming, un peu, avec plusieurs questions à traiter, on va y venir, au sein même de la collectivité, des collectivités article 73, il y a eu donc effectivement la consultation de plusieurs territoires,
ce qui était dans la Caraïbe et en Guyane, ce qui était, je dirais, un progrès démocratique important, parce que jusque-là, sauf erreur de ma part, et le cas de Mayotte en étant une exception, on n'avait pas consulté les populations directement sur leur choix de statut. Donc, c'était leurs élus, comme donc Oui. Césaire et les autres en 46, qui s'étaient exprimés au nom, en termes de démocratie représentative, bien sûr, hein, mais pas de consultation directe. Et donc, on a inscrit à cette époque-là, donc je crois que c'est en 2003, sous réserve de corriger par un prof de droit constit, hein, on a inscrit dans la Constitution française, et plus particulièrement à l'article 72, paragraphe 4, le principe de ne pas faire évoluer les statuts sans consentement des populations concernées. Donc ça, c'est un progrès démocratique, évidemment. Alors donc, dans cette période où tout était un petit peu sous revue, parce qu'il y avait des poussées d'élus indépendantistes en Martinique, notamment, mais j'y viens après, on reste sur Saint-Martin et Saint-Barth dans un premier temps. Donc on a voulu demander aux populations locales de Saint-Martin et Saint-Barth si elles voulaient continuer à être attachées à la Guadeloupe ou si elles voulaient s'émanciper, en quelque sorte. Et effectivement, donc on leur a posé une question de manière assez directive, puisque la question était en fait la suivante, question référendaire, hein, aux deux populations locales. Approuvez-vous le passage à une collectivité territoriale au sens de l'article 74 de la Constitution française, donc de statut de territoire d'outre-mer, hein, qui se substituera, disait la question, à la commune / département / région, qui était celle de la Guadeloupe à laquelle ils étaient rattachés. Parce que c'est aussi un des choses qu'on pourrait dire au niveau de ces questions statutaires, j'y reviens après, on a bizarrement, avec la Martinique et la Guadeloupe, ce qu'on a appelé longtemps des régions, et qui le sont toujours à divers égards, des régions monodépartementales. C'est-à-dire, en tant que région, elles sont déjà toutes petites, mais en plus, en tant que département, ils sont déjà plus petits que le département moyen sur le plan géographique, mais en plus, ce sont des régions aussi, en même temps. Donc, les régions en France regroupant, même avant la réforme sous Macron, plusieurs départements, aujourd'hui encore un peu plus. Donc, les régions deviennent immenses, alors que là-bas, dans ce cadre-là, on a des régions monodépartementales. J'y reviendrai éventuellement. Donc, je reste sur Saint-Martin et Saint-Barth, et donc on a posé la question aux populations, voulez-vous rester comme d'habitude dans la Guadeloupe ou voulez-vous vous émanciper, en gros, mais voulez-vous passer article 74? Donc, on ne leur a pas posé la question s'ils voulaient passer article 73 ou 74. Le libellé de la question a été arrêté, je suppose, en consultation avec les élus locaux par le gouvernement. Et donc, dans une très très large majorité, les deux populations ont choisi de quitter la Guadeloupe, en quelque sorte, sur le plan statutaire, à 76% pour Saint-Martin de oui, à 95% à Saint-Barthélemy de oui, avec des taux de participation qui étaient plus élevés à Saint-Barth, mais Saint-Barth, c'est tout petit, la population est plus riche et toute petite. Et donc, du coup, elles sont devenues, ces deux collectivités-là, elles sont devenues collectivités article 74 de la Constitution française. Donc, par rapport à la question de tout à l'heure, ça veut dire qu'on a bien des collectivités article 74 dans la Caraïbe et au niveau des îles du Nord des Antilles. Oui, d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez, pour donner un peu une image aux gens de métropole, c'est l'équivalent sur Paris du fait que l'île Saint-Denis prenne son indépendance, parce que Saint-Martin et Saint-Barth en Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est un archipel, c'est vraiment tout à côté. Il y a un petit brin de mer entre les deux, et c'est vraiment tout petit, en fait. Donc, oui, enfin, Saint-Martin et Saint-Barth, c'est les îles du Nord, comme on les appelle. Oui. Ils sont quand même situés assez loin, enfin assez loin, tout est relatif, mais il ne faut pas confondre avec Marie-Galante. Marie-Galante et Sainte sont bien très proches, à quelques minutes de bateau, et qui sont toujours rattachés à la Guadeloupe, elles. Hein. Oui, effectivement. Ouais. Et oui. Du coup, pour continuer, il y a une problématique notamment qui est beaucoup soulevée ici, c'est au niveau... les mouvements indépendantistes font quand même souvent parler d'eux. Oui. Ils ont une certaine popularité, même aux Antilles. Oui. Du coup, suite à ça, les gens se posent un peu la question d'indépendance. Oui. Il y a eu beaucoup de référendums sur ces sujets-là. Est-ce que vous pourriez peut-être en parler Alors, oui, c'est une très bonne question et ça me permet de faire la transition pour voir un peu l'évolution statutaire à la marge, on va dire, parce qu'elle est à la marge des Antilles d'hommes, y compris Antilles-Guyane. Puisque si on parle de la problématique de l'indépendance,
il y a évidemment là aussi un distinguo à faire entre les articles, enfin, les collectivités 73 et les collectivités 74, les DOM et les TOM, parce qu'on connaît la situation sur la Nouvelle-Calédonie, on va y revenir. Il y a peut-être un futur référendum d'autodétermination, qui va être organisé en Polynésie, possiblement suite aux élections, à la victoire aux élections très récentes là, des indépendantistes. Mais s'agissant de la Caraïbe, c'est intéressant d'en parler, mais alors il faut comprendre que le même mot ne regroupe pas nécessairement les mêmes réalités politiques. Je vais m'expliquer. En fait, en 2003, donc, on a eu cette interrogation à Saint-Martin et à Saint-Barth, mais également des questions référendaires. Questions référendaires, en réalité, à la Martinique, d'ailleurs, et à la Guadeloupe. Essentiellement sous la poussée, effectivement, du parti indépendantiste martiniquais, le fameux MIM, Mouvement indépendantiste martiniquais, conduit, au sens du leadership, conduit par son président bien connu, Alfred Marie-Jeanne, bien connu sur place, député aussi très longtemps donc de la République française, plusieurs fois président de la collectivité de la région et ensuite de la collectivité unique. On va voir de quoi je parle. Donc, effectivement, sous cette poussée-là, il y avait l'idée d'interroger le peuple pour d'abord un passage, non pas directement en indépendance, mais un changement de statut du 73 vers le 74. Puisque les indépendantistes se disaient, bah tiens, la situation n'est pas mûre pour proposer l'indépendance, mais peut-être qu'on va commencer par le statut 74, qui permet de territoire d'outre-mer, qui permet beaucoup plus d'autonomie politique, comme on l'a dit. Et donc, on va poser la question au peuple. Et donc, ils ont obtenu du gouvernement, à l'époque, la possibilité, le 7 décembre 2003, de poser une question à la population locale, donc aussi bien en Martinique d'ailleurs qu'en Guadeloupe. Et la question était la suivante, elle est un peu longue, mais elle mérite d'être lue. Approuvez-vous le projet de création en Martinique, ou alors en Guadeloupe, d'une collectivité territoriale demeurant régie par l'article 73 de la Constitution? Donc là, il s'agissait pas de ce que je viens de dire tout de suite, pas encore le passage à l'article 74, mais de rester dans l'article 73 de la Constitution et donc continuer la question telle qu'elle était écrite par le principe de l'identité législative avec possibilité d'adaptation, les fameuses dérogations, se substituant au département et à la région dans les conditions prévues par cet article 73. Alors c'est compliqué. J'ai sauté une étape tout à l'heure, donc j'ai peut-être semé un petit peu le trouble, je vais un peu rétro-pédaler. Donc en 2003, en réalité, on pose la question au peuple martiniquais et au peuple guadeloupéen, si on peut les appeler comme ça, aux populations en tout cas résidentes, si elles veulent, tout en restant dans l'article 73, donc de le statut de DOM, avoir en réalité une collectivité, oui c'est ça, une collectivité unique. C'est quoi l'histoire de la collectivité unique? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a une région, jusque-là, monodépartementale. Sur le même territoire se superposent un conseil régional et un conseil général. Donc, le fameux millefeuille administratif français qu'on dénonce tant dans l'Hexagone, ici se trouve exacerbé, puisque du coup, vous avez les communes, les syndicats intercommunaux, le département, la région, et tout ça sur un territoire pour la Martinique qui fait 1000 km², un département qui fait 1000 km². Bon, si on fait en gros, une petite règle de 3 statistique, en France, on a 500 000 km² de territoire et à peu près une centaine de départements, donc 500 000 divisé par 100, la taille moyenne d'un département, c'est 5000 km. Bon, la Martinique, elle, ne fait que 1000 km². Et c'est en même temps une région. À ce moment-là, c'est en même temps une région, comme la Guadeloupe. Et donc, on imagine en France, les régions qui regroupent plusieurs départements font facilement peut-être 10 000 km², non? Et a fortiori, avec la réforme Macron, d'agrandissement des régions. Donc, la question, c'était simplement, au lieu d'avoir deux collectivités, le conseil régional et le conseil général, un département et une région, de regrouper tout ça en une collectivité unique. Pour des raisons d'économie de duplication de budget, de moyens. Et à l'époque, tout ça en restant bien dans le statut 73, dans le statut de DOM qui n'était pas remis en question. Mais la campagne locale a fait qu'il y a eu pas mal de fake news déjà qui ont circulé. On a beaucoup agité les peurs au niveau de la population, du style à la sortie des églises, des tracts
qui disait si vous votez oui à ce passage à la collectivité unique, si vous votez oui, panier RMI. Alors panier RMI en créole, ça veut dire il n'y aura plus de RMI. À l'époque, le RMI, chacun le sait, c'est l'ancêtre du revenu social. Du revenu d'activité, revenu spécifique, donc du RSA. Et donc finalement, en 2003, les deux territoires, enfin les deux départements d'outre-mer, Guadeloupe et Martinique, ont rejeté à 50% et quelques à la Martinique et à 73% en Guadeloupe le passage à une simplification administrative de regroupement des deux conseils régionaux et généraux, départements et régions. Donc, c'était le statu quo en réalité. Les gens ont eu un peu peur que c'est comme ça que les médias, enfin pas les médias, mais les lobbies ont un peu fait miroiter le risque de tirer sur le fil de la pelote de laine et que rapidement, on aurait une seule collectivité en Martinique à la place du département et de la région et que cette collectivité pourrait être présidée par un indépendantiste, ce qui va arriver par la suite d'ailleurs, finalement on va voir, et que donc ce serait le début du commencement du départ de l'indépendance, quoi. Donc les gens, on a peu agité les peurs, ils ont refusé ça. Il y avait aussi, il faut quand même reconnaître que Aimé Césaire, c'était encore de son vivant en 2008, donc on n'osait pas trop toucher à quoi que ce soit du statut tant qu'il était là. C'est d'ailleurs une erreur ou une ignorance à l'époque des populations, parce qu'il faut savoir, sur ce plan-là, bon, c'est un peu le détail du détail, mais il faut savoir que dans la foulée de la régionalisation du système politique français, donc la création des conseils régionaux en 1982-83, par là, sous Mitterrand. Le problème, évidemment, s'était posé, est-ce qu'on fait une région guyanaise, enfin anti-guyanaise, ou est-ce que chaque île va être sa propre région en même temps que déjà son département? Et à l'époque, effectivement, Aimé Césaire, avec le Parti progressiste martiniquais, avait fait un projet de loi relayé par le gouvernement et la majorité socialiste à l'Assemblée pour faire effectivement une collectivité unique, toujours dans l'article 73, mais qui regrouperait le département et la région. Et figurez-vous qu'à l'époque, les gens ont oublié ça, mais c'est le Conseil constitutionnel qui avait refusé. Décision qu'on peut juger à l'époque comme étant de nature politique parce qu'il était largement peut-être sous l'emprise des idées de la droite, alors que c'est un gouvernement socialiste. Donc on a un peu bouté hors du processus législatif cette proposition, alors qu'elle faisait sens, évidemment. Et d'ailleurs, donc Aimé Césaire décède en avril 2008 et 2 ans après, les indépendantistes continuent à pousser pour simplifier le régime. Et on organise ce qu'on appelle localement le congrès. Alors c'est un peu comme le congrès au niveau de la République française qui regroupe l'Assemblée et le Sénat. Ici, ça regroupait les élus de la région et du département qui devaient se prononcer pour proposer de nouveau le passage à une collectivité unique. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en 2010, les indépendantistes ont tellement bien poussé qu'ils ont aussi proposé, c'est ce que je disais tout à l'heure, un peu par anticipation, non pas pour 2003, mais cette fois-ci pour 2010, ils ont proposé le passage à la collectivité article 74. Donc 2 ans après le décès d'Aimé Césaire, c'était une façon de tourner le dos à la départementalisation et à tout ces 50 ans ou 60 ans d'organisation institutionnelle en Martinique, de cette Martinique césarienne, on peut dire. Alors, 10 janvier 2010, la question est posée en Guyane et en Martinique. La Guadeloupe n'en veut pas. La question est la suivante. La Guadeloupe, à l'époque, n'en veut pas. La question est la suivante. Approuvez-vous la transformation de la Martinique en une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution? Donc là, c'est très clair. On quitte la départementalisation. Article 74 de la Constitution, doté d'une organisation particulière tenant compte de ses intérêts propres au sein de la République. Donc là, c'est une poussée pour quitter le statut de DOM et aller vers le statut de territoire d'outre-mer. Eh bien, là, clairement, la population martiniquaise n'est pas du tout prête à faire ça. Elle tient à son statut de département puisque c'est rejeté à 79%, avec une participation de 55%, donc une participation quand même majoritaire, et une large majorité en faveur du non, donc à contrario, en faveur du maintien du département, du statut de département. De la même façon, en Guyane, qui avait tenté la même consultation, le peuple rejette à 70% le passage à l'article 74.
au moment où, comme on a dit tout à l'heure, Saint-Martin et Saint-Barth, pour des raisons qui leur appartiennent, étaient passés justement dans l'article 74. Donc, le 10 janvier, 14 jours plus tard, 24 janvier 2010, nouvelle consultation, donc ferveur démocratique très forte sur les territoires à ce moment-là, évidemment, même si la participation de ce second référendum va être décevante. La question est posée, approuvez-vous la création en Martinique et en Guyane aussi, de la même façon, d'une collectivité unique, donc faire en sorte que le département et la région fusionnent, qui regrouperait les compétences donc dévolues au département et à la région, tout en demeurant régie par l'article 73 de la Constitution, puisque le passage à l'article 74 avait été rejeté 2 semaines plus tôt. Et là, donc, il s'agit de bien rester dans le 73, mais d'avoir une collectivité unique. En fait, c'est la même question, même si elle a été reformulée de manière plus rassurante, la même question qu'en 2003. Et là, eh bien, changement effectivement de position de la population, ce projet est approuvé. Donc, on va se retrouver pour la Guadeloupe et pour la Martinique, pardon, pas la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique, avec toujours l'article 73, toujours le statut de département d'outre-mer, mais cette fois-ci, le bon sens enfin arrive à prévaloir, une seule collectivité qui va gérer les affaires du territoire, et la Martinique va choisir de s'appeler CTM, collectivité territoriale de la Martinique. Alors, le substantif ou l'adjectif collectivité territoriale, évidemment, peut être trompeur parce que c'est une collectivité territoriale. Maintenant, on parle de toute façon, quel que soit le statut de collectivité territoriale, mais elle reste bien régie par l'article 73, donc l'équivalent du statut de département d'outre-mer, même si elle n'a plus qu'une seule chambre, en quelque sorte, une seule assemblée. Voter, donc le peuple approuve, la population martiniquaise approuve ça à 68%. Et en Guyane à 57%. Les taux de participation, par contre, sont faibles, 36 et 27%. Mais bon, ça passe. Donc aujourd'hui, on a en Guadeloupe, pardon, décidément, en Guyane et en Martinique, un département d'outre-mer, en quelque sorte, une collectivité article 73, mais avec une seule assemblée. Voilà, la Guadeloupe, quant à elle, n'a pas voulu faire ce chemin, donc conserve toujours son conseil régional et son conseil général, donc est toujours administrativement région et département, disons, séparément, avec les deux assemblées, de même que la Réunion a deux assemblées toujours, traditionnellement, comme depuis la création des régions en France. Voilà, s'agissant de Mayotte, qui est donc passé au statut de département, je pense qu'il y a une assemblée unique également depuis le passage d'hommes de 2011, puisqu'il y avait déjà une seule assemblée avant, en tant que territoire, article 60, collectivité, article 74. Voilà, c'est assez compliqué. Certains diraient que c'est des différences un peu minimes, mais bon, c'est bon de le savoir, comme ça le décor est bien planté. S'agissant de nos Antilles-Guyanes, alors, ce qu'il faut savoir, peut-être avant que je revienne sur le statut en droit intérieur français, des articles 74, je vais développer quelques minutes sur ça, si vous le voulez, mais il y a peut-être des questions sur les DOM, Antilles-Guyane, Réunion, Mayotte. Pour compléter un peu ce que vous disiez, je vais rajouter qu'il y a eu 2 gros référendums sur vraiment l'indépendance. Il y en a eu un en Nouvelle-Calédonie, il y en a eu un en 2018 et en 2020. Sur les deux, le non l'a emporté, donc contre l'indépendance. Donc en fait, au final, les territoires d'outre-mer sont quand même, contrairement à ce que une espèce de croyance populaire voudrait, dans leur majorité, les territoires d'outre-mer sont quand même très attachés à la France et ne souhaitent pas partir sur l'indépendance, même s'il y a une espèce d'ambiguïté, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de discours indépendantistes, mais c'est assez peu suivi dans la population générale. Les habitants d'outre-mer se considèrent majoritairement français, en fait. Puis même, pour même rebondir sur ça, par exemple, sur l'exemple de la Guadeloupe, en Guadeloupe, on a environ 400 000 habitants et il y a environ 400 000 personnes d'origine guadeloupéenne en métropole. Donc, au final, c'est un peu une absurdité puisqu'il y en a autant en métropole qu'en Guadeloupe que sur les DOM. Donc, voilà. C'est une question que ça se pose ici, mais par exemple, moi, je viens de Guadeloupe. Quand vous me posez cette question, c'est un peu absurde pour moi. Ça n'a pas vraiment de sens. Là, on fait référence à la migration, à la libre circulation des individus au sein de l'espace national, voire communautaire, du coup, avec l'Union européenne, on va en parler.
et en particulier les fameuses, de manière plus précise encore, ou plus marquée, plus affirmative, les politiques de migration volontaire poussées par le gouvernement dans les années 60 et 70, avec le bureau de migration dans les DOM, là, le fameux BIMIDOM, dont on parlera peut-être à l'épisode 2, quand on fera un peu de l'économique avec le recul historique. Oui, mais on peut même dire que le cas où l'indépendance, où la poussée de l'indépendance est la plus forte, c'est la Nouvelle-Calédonie, ce qui va faire la transition vers les statuts article 74, on en reparler un peu, et que partout ailleurs, c'est le sentiment indépendantiste existe en tant que politique locale. On peut mettre comme en Martinique à plusieurs reprises des mandats du conseil régional à l'époque ou de la collectivité, de l'Assemblée unique depuis, un indépendantiste avec un charisme assez fort qui ne laisse pas indifférent, alors on l'aime, on l'aime pas, mais qui avait un charisme, oui c'est ça, très fort auprès de la population, et donc voter voter le parti indépendantiste et plus précisément un homme en particulier qui a beaucoup de charisme, aux élections territoriales locales, c'est une chose. Voter indépendance, un référendum d'autodétermination, c'en est évidemment une autre. Évidemment, c'est toujours le cœur du sujet, on en parlera dans l'économique le prochain épisode, le cœur du sujet, c'est l'économie et le soutien de l'économie, le social, comme depuis 1946, avec la loi de départementalisation ou plus récemment depuis, même si l'économie a fait des progrès dans les départements, dans les territoires départementalisés en 1946, heureusement, mais ça reste toujours la question essentielle. Voulez-vous vous séparer d'un chèque de plusieurs milliards d'euros? C'est toujours. Alors, j'ai fait quelques mécontents en disant que c'est la politique du ventre. C'est une façon que certains trouvent péjorative. Bon, après, on peut l'appeler comme on veut, mais il y a effectivement des raisons profondes à ce choix. Qui se mêlent avec des problématiques d'identitaires compliquées, parfois ambiguës. Ça pourrait faire l'objet d'un épisode à part entière, d'ailleurs, cette affaire-là. Mais bon, voilà, donc effectivement, partout, vous avez raison, dès qu'il s'agit du vrai sujet de devenir indépendant ou non, bah là, le non l'emporterait largement. Même le statut 74, on le voit bien, dans les Antilles, n'a pas obtenu d'adhésion. Alors que bizarrement, aussi sur le plan politique, le parti césarien, le fameux parti progressiste martiniquais qui est le père donc de la départementalisation de 46, s'appelait donc le parti le PPM, Parti progressiste martiniquais, qui avait un seul mantra, c'était l'autonomie. Alors, on avait une sorte de, comment vous dire ça, une sorte, pour là aussi, je vais peut-être pas faire que des heureux en disant ça, mais une sorte un peu de schizophrénie quelque part entre vouloir à tout prix une assimilation à la législation française et prôner l'autonomie. Alors c'est un peu un oxymore. Jusqu'à présent, cet oxymore est présent. On pourra en parler aussi dans ce qu'on appelle l'appel de Basse-Terre, où un certain nombre d'élus veulent rester article 73, mais avoir de plus en plus d'autonomie. Donc comme pour avoir une chose et son contraire. Mais il faut savoir, quand on regarde bien tous les discours, toute la carrière politique d'Aimé Césaire, et notamment ses discours en tant que député à l'Assemblée nationale, dès que l'assimilation sociale, en réalité, était acquise en termes de revenus, d'appui social, d'assistance sociale, très très vite, il a repris son bâton de pèlerin politique pour réclamer toujours plus d'autonomie, mais au sein de l'article 73, ce qui est évidemment une gageure, puisqu'on aura fort à faire à Paris à répondre, mais écoutez, le statut de l'autonomie, c'est l'article 74. Donc, vous voulez avoir toute la sécurisation des lois françaises quand ça vous arrange, et puis choisir des lois locales quand ça vous arrange pas. Donc non, c'est pas aussi, c'est pas un menu à la carte à ce point. En tout cas, jusqu'à présent, dans les équilibres politiques, on parle c'est même écrit dans la Constitution, la possibilité d'adapter la loi française, ça c'est un. La possibilité d'avoir des lois pays, un peu comme dans l'article 74, elle est désormais inscrite dans l'article 73 suite à un certain militantisme politique, à la fois des indépendantistes en Martinique, mais même du président de la région, enfin de la collectivité aujourd'hui, Serge Letchimy, d'avoir de plus en plus de pouvoir local, ce qui évidemment est une bonne idée jusqu'à un certain point, mais il y a effectivement une tension entre les deux statuts ici, et comme je disais tout à l'heure, à l'origine, a priori, l'article 73 et le régime de l'identité législative fait de l'exception
de la loi adaptée ou a fortiori de la loi locale fait de ça une exception et ne doit pas devenir la règle, sinon la règle, on passe un peu sur le plan constitutionnel naturellement dans l'article 74. Alors on va peut-être pouvoir en parler un peu de ces collectivités, article 74 justement, sur le plan statutaire, comment ça se passe. On va peut-être accélérer un peu. Je vais passer la main à Victor, Ouais. qui va peut-être parler un peu de politique et qui passera après aux questions. Du coup, je vais le Oui, laisser. peut-être juste quand même que les gens, les auditeurs puissent avoir une information un peu complète en juste quelques mots. Ouais. Comment ça se passe dans les collectivités article 74? Comme elles sont dans un régime d'autonomie, il y a beaucoup de lois françaises qui s'y appliquent pas. En gros, s'y appliquent les lois régaliennes, c'est-à-dire l'État, la justice, la défense nationale et les affaires étrangères. Et encore, les affaires étrangères, ça a été rogné un peu s'agissant de la diplomatie régionale dans le Pacifique. Mais donc, elles ont les parties réservées à l'État, avec le représentant sur place, un peu comme un gouverneur du temps des colonies, hein, un représentant du préfet, enfin un préfet, pardon, un représentant du gouvernement, qui pilote donc avec ces compétences régaliennes là et toutes les autres compétences en matière de programme d'éducation, on peut en citer pas mal, hein, sont décidées localement avec des lois locales. Alors pour organiser ça sur le plan institutionnel, on a ce qu'on appelle une grande loi organique. C'est une grande loi qui est votée par le Parlement français pour une période très longue, indéfinie en réalité, sauf abrogation ou modification de la loi, qui définit pour chacun des territoires, article 74, le champ des compétences, la façon dont les choses sont organisées dans ce territoire-là. Donc on a une loi organique pour la Nouvelle-Calédonie, une autre pour la Polynésie française, etc. etc. S'agissant des référendums d'indépendance, oui, on peut compléter qu'en Nouvelle-Calédonie, il y en a eu un plus récent, le 12 décembre 2021, mais qui a été boycotté par le parti indépendantiste, et donc qui a donné un maintien dans la République française à 96%, mais effectivement, il ne représentait que la moitié du corps électoral, en gros. Et donc, il est contesté dans sa légitimité comme étant le troisième des... Il faut dire que la France, de ce point de vue-là, fait œuvre d'une créativité constitutionnelle ou politique assez forte, parce que je ne connais pas d'autres exemples où on interroge 3 fois de suite un territoire pour lui demander s'il veut devenir indépendant jusqu'à ce qu'il dise oui la 3e fois ou pas. C'est quand même, c'est le résultat des accords de Matignon sous Rocard qui avait eu cette intelligence de remettre les gens autour d'une table alors qu'ils étaient en train de se taper dessus violemment, quoi. Comme on le sait. On ne va pas refaire l'histoire de la grotte d'Ouvéa, etc. Mais on s'en est sorti par le haut jusqu'à un certain point aujourd'hui et ce traitement. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les territoires d'outre-mer. Alors, ce qui sera intéressant, peut-être on le fera une autre fois, c'est de parler du statut en droit communautaire aussi, parce qu'il y a un équivalent. De toute façon, on aura un épisode sur les politiques. Justement, oui, c'est prévu. L'épisode 3 de cette série sera basé sur la politique publique. Alors, je vais poser déjà une première question en matière de politique. Alors, on essaiera de ne pas aller réellement dans les politiques publiques, ou en tout cas de rester à la périphérie, si on le peut, en tout cas. Je voulais d'abord demander que peut-on dire des politiques, on vient d'en parler justement, mais que peut-on dire des différentes politiques qui ont été mises en œuvre pour les dom-toms depuis, on va dire, les 4 mousquetaires, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qui s'est fait? Est-ce que ça a eu des résultats ou pas? Je vais faire une réponse assez courte et synthétique parce que si on ouvre une boîte de Pandore qui correspond au 2e ou au 3e épisode, hein, on peut en parler pendant... En gros, les politiques qui ont été menées sont des politiques de continuité, de non-réforme, de non-changement. Depuis Mitterrand, Chirac, Hollande, Sarko, Sarko d'abord, Hollande et même Macron jusqu'à présent, c'est des politiques de non-changement à travers un grand nombre de mesures phares qui correspondent aux politiques outre-mer, qui sont toujours là, qui n'ont pas changé, comme par exemple la prime de cherté de vie versée aux fonctionnaires, par exemple, ou l'octroi de mer, toute une série de choses. Je ne rentre pas dedans tout de suite parce que là, ça va prendre du temps pour ceux qui ne connaissent pas. Mais en gros, c'est ça, c'est la continuité dans la non-véritable réforme du modèle. D'ailleurs, à ce propos, Jadis29 dans le chat nous posait une question qui partait justement là-dessus. Sachant que les fonctionnaires ont une majoration salariale dans les dom-toms,
Mhm. Est-ce Pas que dans les. la taxe douanière pour l'importation pour le Euh, 974, donc l'île Bourbon, ne serait pas une preuve supplémentaire d'une mafia, il l'appelle, caste entre guillemets étatique? ça, je pense Attendez, tiens. qu'il veut faire référence à l'octroi de mer, Hmm. mais ce serait peut-être mieux de le garder pour la partie économique, je Oui, pense. oui, Ouais. oui. Ce serait trop long à développer. Oui, oui, Bon, et même avant, c'est le début de la question, en parlant des dom-tom, il faut bien être précis parce que la rémunération, la prime de cherté de vie des fonctionnaires, c'est dans les DOM. Oui. S'agissant des TOM, ça ne se passe pas exactement de la même manière, mais les territoires peuvent, s'ils le souhaitent, pratiquer, notamment dans les fonctionnaires territoriaux, peuvent pratiquer directement dans leur grille salariale des niveaux de salaire qui mimiquent un peu la prime de cherté de vie, on peut dire ça ouais. comme ça. Mais là, il faut faire le distinguo parce que la politique salariale des territoires, article 74, elle est autonome. Alors, je ne parle pas des fonctionnaires d'État. Les fonctionnaires d'État, c'est autre chose, c'est l'État qui décide. Ils font à la préfecture, dans les services d'État, mais ils sont moins nombreux dans les territoires article 74 parce que la majeure partie de la fonction publique est territorialisée, bien sûr. Ok, ben, très bien. Deuxième question de Bruno Dupré. Comment expliquer qu'il n'y a que très peu d'immigration entre les Outre-mer pauvres et la métropole, alors qu'ils ont le droit? Ça dépend des outre-mer. Si vous regardez la courbe démographique, on en parlera dans l'épisode 2 de la Ouais, Réunion a atteint, dépassé les 800 000, 800 000 habitants. Oui, la Réunion, c'est bien ça. Ce n'est pas redescendu. Donc, on a une courbe ascendante qui se stabilise un peu à plus de 800 000. S'agissant des Antilles françaises, Guadeloupe, Martinique, c'est complètement différent. On est au contraire dans un déclin démographique marqué maintenant depuis plus de 10 ans. Et on a perdu l'équivalent en moyenne de peut-être 4000 citoyens, 4000 personnes par an. Donc ça fait 40 000 au bout de 10 ans. La Martinique a frôlé les 400 000 habitants. Elle est redescendue à 360 maintenant, 360 000, et avec une majorité de départ de jeunes qui cherchent à réussir leur vie ailleurs, compte tenu du contexte économique et de l'emploi local, et en particulier une population majoritairement masculine qui s'en va, ce qui fait que le taux de d'accord. masculinité en Martinique est un des plus faibles du monde. Donc sans vraiment déteindre sur la partie 2, mais qu'est-ce qu'on peut en dire de cette immigration? Est-ce que c'est une immigration de peuplement, de travail? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une émigration C'est depuis l'immigration, les pardon. Antilles pour partir dans l'Hexagone ou ailleurs. C'est une émigration décidée par les jeunes qui D'accord. vont tenter leur chance ailleurs. Une émigration de prise en main de son destin, si je peux dire. Oui, mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'on a des statistiques sur Ah, sur leur leur fond de devenir. Ah, j'ai pas vu Voilà, d'études à exactement. ce sujet qui permettrait, c'est D'accord. une bonne idée, de recenser un peu les Martiniquais, les Guadeloupéens de Mm. l'extérieur. Et puis, on pourrait même comparer historiquement avec la vague d'émigration du Bumidum des années 60 et 70, qui consistait à recruter massivement en France à l'époque où il y avait besoin de bras dans Ouais. l'administration à catégorie C, donc à faible qualif. Pour la plupart. Aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose puisqu'ils ne partent pas vers l'emploi public pour la plupart. Donc, ils partent vers des carrières majoritairement privées, je suppose. Et donc, ça serait intéressant de faire ce comparatif-là, mais je suis pas sûr qu'on ait les données disponibles ou qu'elles ont été Ouais. recueillies ou rassemblées. Euh, Ça serait une pour, bonne démarche scientifique, ça, oui, et politique aussi. pour compléter ce que la réponse à la question, quand même, généralement, c'est plutôt une migration économique, Oui, puisque le marché de l'emploi est quand même assez limité sur oui, les DOM. Et même avant l'économie, il y a une migration pour les études, puisque en exact, termes d'offres, certes, on a exact. l'université de Guadeloupe et des Antilles, mais Oui, on n'a pas énormément de choses. En fait, on a les premières oui, années, on a des prépas et l'université, oui, mais après, dès qu'on passe sur des masters ou plus, ça devient oui. compliqué. Oui, oui, l'offre éducative du supérieur n'est pas aussi diversifiée, même si elle a progressé, hein. Elle n'est pas aussi diversifiée que dans l'Hexagone ou même à l'extérieur. On a le Canada, le Québec, par exemple, qui est très, très agressif
dans tous les salons d'étudiants ici pour essayer de promouvoir ces formations auprès des Martiniquais, avec une certaine réussite. Et bon, il y a cette offre qui n'est pas aussi diversifiée par définition, hein, puisque de toute façon, c'est un peu difficile à dupliquer à l'identique toute cette variété d'offres qu'on peut trouver ailleurs, même si on a pour progresser. Et puis, il y a plus généralement, on ne peut pas leur jeter l'opprobre pour ça, la volonté d'aller voir du pays, d'aller voir le monde tel qu'il est, et de sortir d'un territoire qui est petit, où on a quand même vite fait le tour en termes de développement personnel. Et donc, et on peut très très bien comprendre. Alors, on a certainement un effet, enfin, on peut parler de ça rapidement, un effet de anti-sélection, comme on appelle ça dans la théorie économique, c'est que les meilleurs étudiants ont tendance à tenter leur chance soit en L1, soit en M1, quand ils n'ont pas pu le faire avant, vers des formations plus, on va dire, UP, plus des grandes écoles notamment, etc. Donc, à l'extérieur, et bien souvent ne reviennent pas une fois qu'ils sont partis. Donc, ceux qui restent, souvent, ce sont ceux qui n'ont pas les moyens ou bien le niveau scolaire suffisant, ou bien le niveau de revenus suffisant pour voyager. D'accord, ok, bon, c'est assez clair. Ben Talagan, ta question que tu viens de poser, bon, pour le coup, ça rentre pile dans l'épisode 2 de la série. Donc, je t'invite à la poser lors du prochain épisode qui se tiendra, je crois, dans à peu près 2 semaines, quelque chose comme ça. D'ailleurs, à toutes celles et ceux qui aimeraient poser des questions avant qu'on cut le live, n'hésitez pas, hein, je suis les yeux rivés sur le chat, donc donnez-moi toutes vos questions. Merci aussi, d'ailleurs, tant que j'y pense, à ceux qui se sub et qui offrent des subs. Merci à Telcran, par exemple. Merci à Mister Poutre et à Ogma qui m'a, en plus, de manière totalement hasardeuse, offert un sub. Merci beaucoup à vous trois. Je vais prendre la question de Méga Duanra qui peut-être empiétera légèrement sur la partie 2, justement. Mais je vais quand même la dire pour donner envie quelque part. Comment on pourrait donner envie à Méga Duanra de revenir sur le live? Pourquoi ne pas faire de zones franches pour encourager l'investissement dans les dom-toms? Oui, c'est une très bonne question qui a été évoquée comme un espèce de fil rouge ou d'arlésienne en même temps, d'ailleurs, d'une certaine manière. Bon, il faut savoir qu'il y a déjà la défiscalisation outre-mer, donc ça c'est valable que ce soit pour les articles 73, les articles 74. Ça avait commencé avec la loi Pons dans les années 80. Il y a eu plusieurs lois successives de défiscalisation qui sont supposées soutenir l'investissement, puisque que ce soit des résidents locaux ou des résidents hexagonaux, ou des entreprises aussi, quand ils investissent outre-mer, soit dans le logement, soit dans des investissements productifs, peuvent défiscaliser l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou l'impôt sur le bénéfice des entreprises. Donc, il y a ça. Il y a effectivement ensuite, justement, en termes de politique communautaire, je pense que peut-être il faudrait quand même qu'on parle ça assez vite dans le prochain épisode du statut en droit communautaire, parce que quand même, les régions ultra-périphériques qui sont presque les DOM, mais pas tout à fait, c'est les DOM plus Saint-Martin, qui est resté ultra-périphérique malgré qu'il est passé article 74, on pourrait revenir. Il y a aussi des financements européens assez importants. Donc, la question des zones franches, c'est d'aller plus loin dans la défiscalisation, non plus de l'investissement, mais de l'activité elle-même. C'est-à-dire une activité locale qui ferait du profit pour être défiscalisée, comme dans l'hôtellerie par exemple et autres. Alors, on a eu des petites tentatives de ça, mais le gouvernement bien souvent est resté quand même relativement, je dirais, timide et avec un manque de volonté politique d'aller très loin dans ce domaine, parce que probablement jugeant que l'effort fiscal déjà réalisé outre-mer est très important, on va en parler la prochaine fois, et que donc à un moment donné, on ne peut pas continuer à ouvrir le robinet, à renoncer à la fiscalité locale à ce point. Très bien, alors je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ouais, bien sûr. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de l'émission d'aujourd'hui. Alors je rappelle, à part si quelqu'un encore a des questions dans le chat, je rappelle que cette émission fait partie d'une série qui se comptera en 4 épisodes. Le prochain, donc aujourd'hui on était sur le droit, hein, typiquement. Le prochain
parlera de l'analyse économique, nous parlerons d'économie, de comment développer l'île et comment ça se passe en fait économiquement Ça Euh, grisaille dans un les peu. départements et territoires Grésille, d'outre-mer. pardon. on t'entend plus, Victor. Ça grésille, et non pas ça grisaille, Pardon, ça grésille. Outre-mer, non. Ça ça devrait grésille. revenir. Je crois que c'est bon désormais. Donc, Oui, c'est comme bon. je disais, la partie 2 sera sur le développement économique des dom-toms. Oui. La partie 3 sera sur les politiques publiques, pardon. Et la partie 4 sera sur l'avenir et le devenir. Donc, on fera un peu de prospective. Donc, voilà. Oui. Évidemment, si vos Et questions notamment n'ont pas sur été posées aujourd'hui, les questions qui voilà, renvoient exactement. à Si tout les ce qu'on questions n'ont pourrait pas été faire, les posées différents aujourd'hui, changements, etc. voilà, si les questions n'ont pas été posées aujourd'hui, c'est Oui. normal, ne vous inquiétez pas, elles auront leur place dans la prochaine ou dans les prochaines Oui, parce que émissions. notre découpage est forcément en partie artificiel, hein. Exactement. De distinguer le statutaire de l'économique, des politiques publiques, tout ça. Bon, c'est un découpage qui est pertinent, mais qui peut avoir ses limites. Par exemple, on traitera des questions du droit communautaire avec des politiques publiques, mais évidemment, ça impacte l'économie. Donc voilà, donc toutes les Évidemment. questions sont bonnes à récupérer, je pense, à n'importe quel moment. Voilà, donc je me propose de gentiment conclure cette émission. Jean-Michel, avez-vous un mot de la fin? Comment donneriez-vous envie aux gens de revenir lors de la prochaine émission? Ah ben c'est que l'économique est au cœur de tout, non? Et Ah, qu'il est au cœur effectivement. de tout le devenir de ces sociétés outre-mer comme ailleurs d'ailleurs. Et qu'on l'aime ou qu'on le veuille ou non, l'économique est centrale et on a souvent décrit la science économique comme une science lugubre parce que et avant de consommer, il faut quand même produire évidemment. On peut pas, ça tombe pas du ciel, mais bon, que pour bien comprendre les enjeux, il faut à tout prix savoir ce qui se passe réellement sur ce plan-là. Eh bien, je pense que c'était les mots de la fin. Jean-Michel, comment pouvons-nous retrouver vos écrits? Où est-ce qu'on peut les retrouver? Dites-nous en plus sur vos travaux. Il faut que je réunisse un peu toutes ces questions de l'outre-mer par une publication un peu transversale, ce qui n'est pas encore le cas, parce que j'ai fait un ouvrage sur les petites économies insulaires aux éditions L'Harmattan, c'était le résultat de ma thèse, qui cadre un peu l'analyse économique. On commencera par là d'ailleurs, des petites économies insulaires en général, et ensuite quand on plaque le système français, ça crée une sous-catégorie importante. Donc, sinon, j'ai publié plus récemment des travaux sur une autre île, mais beaucoup plus grande, qui est celle de la Grande-Bretagne Grande-Bretagne. et la question du Brexit, comme chacun qui suit les affaires du cercle Aristote le sait. Mais effectivement, je pense qu'un bon ouvrage sur l'économie politique des dom-tom ou de l'outre-mer, on les appellera des outre-mer, on les appellera comme ça maintenant, viendra peut-être assez vite et pourra remplir quelque part un manque là. Eh bien, c'était parfait. Il y aura encore 3 autres épisodes dans les prochaines semaines. Merci Jean-Michel, merci Alexis. Merci à vous. Je Merci aux vais auditeurs surtout de nous écouter, on est là pour eux. bien sûr, ouais, évidemment. Jean-Michel, à très bientôt. À Euh, bientôt. et merci à tous d'avoir suivi le live. Au revoir. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.